Je suis procureur de la République de profession, j'étais magistrat, j'ai été élu à 3 reprises député et je suis, comment dirais-je, homme d'entreprise puisque j'ai travaillé dans des grands groupes internationaux et c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui. J'ai 68 ans et j'aborde une partie de ma vie qui finalement s'approche de la retraite tranquille. Le général de Villiers était entendu dans le cadre d'une commission de la défense. Et Dieu sait que j'y participe à suffisamment de commissions, que ce soit de la défense, des affaires étrangères, pour savoir que ce que nous souhaitons, c'est que les intervenants, qu'ils soient chefs d'état-major ou patrons de services divers, s'expriment assez librement devant nous. C'est même ce que nous leur demandons. Et lorsqu'ils ne le font pas, nous, députés, moi, anciens députés, nous leur reprochions d'avoir été langue de bois. Le général de Villiers n'a pas été langue de bois. Il a dit effectivement quel était le fond de sa pensée. Il se trouve qu'il y a eu une fuite, malencontreuse sans doute. Il est sanctionné. Il est sanctionné ou il décide de lui-même, je pense, de démissionner parce qu'il a estimé à tort ou à raison qu'il n'avait plus la confiance du président de la République. Voilà de l'état de la crise. Est-ce que ça change fondamentalement le fonctionnement des armées? Ça crée en tous les cas un déséquilibre, un malaise. Depuis la fin de la conscription, donc depuis la professionnalisation de l'armée lancée par Jacques Chirac, on a toujours eu des hésitations en ce qui concerne le budget défense, si c'était un budget pour en faire une véritable armée professionnelle ou non. Alors c'était pas très gênant à l'époque où nous n'étions pas engagés militairement dans différents conflits ou dans différentes zones du monde. Ça pouvait très bien passer, mais aujourd'hui, il faut se rendre compte que nous sommes engagés militairement dans 5 pays. Dans 5 pays, c'est l'Irak, c'est la Syrie, c'est globalement le Mali, le Niger et le Tchad. J'ai oublié la Centrafrique, qui fait donc 6 pays. Et effectivement, les budgets n'ont pas suivi. Je me suis rendu à plusieurs reprises sur ces zones de combat et j'ai pu constater notamment l'obsolescence de notre matériel. C'est absolument extraordinaire. On fonctionne avec des véhicules de l'avant blindés qui ont près de 40 ans d'âge. Nous avons des militaires qui manquent non pas de formation, de courage, parce que Dieu sait qu'ils en ont à revendre, mais tout simplement de moyens, même de moyens d'évacuation par hélicoptère, etc. Donc on n'a jamais fait ce choix. Et c'est vrai que ce choix il est difficile à faire, puisque forcément si on augmente le budget de l'armée, il se fait au détriment des autres budgets. Alors, on vient d'avoir une déclaration politique importante en disant nous allons passer le rabot partout, y compris sur le budget de la défense nationale, quitte à le réaugmenter l'année prochaine. Moi, je ne sais pas ce qui se passera l'année prochaine. Donc aujourd'hui, nous sommes effectivement en présence de gens qui sont engagés sur des conflits et auxquels on vient d'annoncer vous aurez encore moins de moyens que l'année dernière, alors que vous en aviez déjà peu. Je serai militaire aujourd'hui, engagé au Tchad, au Niger ou ailleurs. Je me poserai de véritables questions sur ce que veut véritablement mon pays et si effectivement ça mérite que je le défende. L'abnégation et le courage, moi je les connais, je les fréquente, je les vois, y compris mes camarades des forces spéciales qui m'arrivaient de rencontrer lorsque j'étais député et que j'allais voir régulièrement sur place. Je vois leur engagement. Bon, c'est une passion chez eux. Mais il n'y a pas que des forces spéciales, il y a aussi les militaires, je vais dire, moins spécialisés qui font marcher la machine, qui font bouillir la marmite en quelque sorte. Et j'imagine leur désarroi. J'imagine lorsqu'on est au fin fond du Sahel, lorsqu'on est dans le désert des Iphoras à 45 degrés avec le sac à dos et tout le matériel pour aller faire la chasse aux djihadistes. J'imagine quel peut être le désarroi de nos militaires voyant que leur pays, d'une certaine manière, est en train de les abandonner. Alors il paraît que l'abandon est provisoire. Souhaitons véritablement qu'il reste provisoire. Les risques du quotidien, c'est déjà que les hélicoptères ne décollent plus au Sahel, que les véhicules de l'avant blindés tombent en panne, que c'est un peu d'ailleurs comme dans la en ce qui concerne nos Canadaires, hein, on est obligé de déshabiller Pierre pour habiller Paul, c'est-à-dire qu'on déshabille nos matériels, on défait du matériel pour arranger le matériel d'à côté, ce qui fait qu'on a beaucoup de matériel, ce qui fait que le moral des armées n'est pas, pour les avoir visités, n'est pas dans le meilleur état. Bon, tout le monde n'est pas pilote de Rafale pour aller délivrer quelques bombes sur l'État islamique. L'armée, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Quelles sont les conséquences? Défaut de matériel, défaut de morale. Et donc forcément, il va falloir mettre en place une révision sans doute de la politique de protection des Français au niveau extérieur, je pense aux Français d'étrangers, mais aussi au niveau intérieur, avec le plan de protection qui employait jusqu'ici 10 000 soldats. Employer à bon escient ou mauvais escient, c'est difficile à savoir. Ils ont sans doute évité des attentats, ils ont sans doute joué dans la dissuasion, dans la prévention. Je crois qu'il faut qu'on recompose tout cela. Dans quel sens? Je ne sais pas, parce qu'on a du mal à identifier aujourd'hui la menace terroriste telle qu'elle est.
C'est bien joli de gagner à Mossoul, c'est bien joli de gagner demain à Raqqa, mais ça veut dire que nos compatriotes partis là-bas faire le djihad, faire la guerre, assassiner gentiment, vont revenir. Et qu'est-ce qu'on fait en face de tout ça? Je peux comprendre que maintenant il y en a qui prônent l'accueil de ces bienheureux qui sont partis, qui n'ont pas eu le courage de se faire sauter, de se suicider. Ça veut dire qu'ils vont revenir. Il va bien falloir effectivement que nous ayons le dispositif sur le territoire national. Je parle sur le territoire national en termes de renseignement, en termes de prévention aussi en termes de répression. Compliqué tout cela. Pour connaître un peu Madame Parly et pour l'avoir vu fonctionner sous Monsieur Jospin, donc dans les années 2000, Madame Parly a un rôle qui est un rôle de cost-killer et rien d'autre. C'est un cost-killer. Elle a été nommée sans doute à ce titre pour faire en sorte de faire des coupes sombres dans le système de la défense nationale et de le faire passer budgétairement parlant. Je ne pense pas qu'effectivement, je n'imagine pas Madame Parly à la tête de nos armées à l'emporter la bonne parole dans le Sahel et ailleurs. Ben, Saint-Étienne, cette affaire est absolument épouvantable. Je me souviens, je l'ai quasiment vécu en direct lorsque les faits se sont produits. Je n'en croyais pas mes oreilles et mes yeux en voyant cet assassinat de ce prêtre en train de dire la messe par deux islamistes radicaux. On se demande qui a commis l'assassinat. J'avais l'impression, en écoutant les radios ce matin et les télévisions, que c'était les témoins de Jéhovah. En aucun cas, on a rappelé qu'il s'agissait de djihadistes, enfin d'islamistes, dont un d'ailleurs avait été mis en détention et relâché avec un bracelet dans le cadre d'un contrôle judiciaire, comme quoi c'est très efficace. Et j'ai entendu mettre l'accent par tous ces journalistes sur le pardon que les personnes concernées accordaient à ces deux jeunes gens perdus, qui avaient en quelque sorte sacrifié leur vie à 18 ans, alors qu'ils venaient d'assassiner le curé. Là aussi, je crois que les idiots utiles sont à la manœuvre. Et je m'en inquiète. Enfin, c'est un drame tellement épouvantable. Je veux bien que ça se passe dans une église avec un curé et que les curés aujourd'hui prônent plutôt le pardon que la vengeance. Il paraît que c'est de tradition catholique pour ceux qui aiment ça. Mais enfin, quand même, il faut se dire qu'on est un tout petit peu en guerre. On l'a vu que ça se passait sur le territoire. Ça se passait quand même ici où deux fous furieux djihadistes, musulmans, intégristes, sont venus assassiner un prêtre. Alors ça se passe en plus dans des conditions extraordinaires où la paroisse catholique avait partagé le terrain avec la mosquée d'à côté. Ah ben, elle était bien remerciée, la paroisse. Et les catholiques ont été surtout bien remerciés d'avoir ouvert leurs portes aux musulmans violents. Donc, c'est formidable. On vit dans un monde merveilleux aujourd'hui où tout le monde pardonne à tout le monde. Ben, le pardon, il faudra bien qu'il ait un jour ses limites. Il faudra peut-être penser qu'il y a des gens qui nous font la guerre et qui viennent nous assassiner sur notre territoire. Interpol, si vous voulez, c'est pas un système de police active. C'est un problème c'est une organisation qui a pour objet de gérer des fichiers de renseignement qui mettent à la disposition de toutes les polices qui sont adhérentes à Interpol, c'est-à-dire pratiquement la plupart des polices. Donc, Interpol gère du fichier, il a des informations venant des différents services, il les met en commun et il les balance sur les pays concernés. C'est en gros cette affaire du fichier. Alors, dans ce fichier, effectivement, il y a une bonne part d'individus qui sont soit des Français, soit des francophones, c'est-à-dire notamment des Maghrébins, etc. et autres. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que les Français et francophones vont revenir sur le territoire français pour commettre des actes. D'abord, est-ce qu'ils vont revenir sur le territoire français ou est-ce qu'ils vont aller ailleurs? Ça m'étonnerait qu'ils aillent aux États-Unis en particulier, parce qu'ils ne vont pas être bien reçus. Deuxièmement, est-ce qu'ils vont revenir sur le territoire français pour aller s'inscrire à Pôle emploi? Pourquoi pas? Et ça, si on est un idiot utile, un idiot utile, on peut le penser. Ou est-ce que ces Français vont venir avec des velléités combattantes? Imaginons qu'il n'y en ait qu'un sur 10. C'est déjà extrêmement grave. Donc nous avons intérêt à faire en sorte qu'ils ne rentrent pas sur le territoire français par tous les moyens, et notamment les moyens qui sont à la disposition des services. Voilà, c'est très clair. Il ne faut pas que ces gens-là reviennent. Il faut tout faire pour qu'ils ne reviennent pas. Et si toutefois, s'ils reviennent, nous avons les éléments de droit. Nous avons tellement voté de loi antiterroriste, on en est à la 25e ou la 26e depuis 1986. On a suffisamment d'éléments de droit permettant d'une part de les arrêter, de monter des procédures judiciaires contraignantes à leur encontre et de les mettre hors d'état de nuire. Ça me semble évident. Alors c'est un problème de volonté politique. Par contre, là, aujourd'hui, moi, je ne sais pas ce que veut faire le garde des Sceaux dans cette affaire. Je ne sais pas ce que veut faire le ministre de l'Intérieur dans cette affaire, car jusqu'ici, ils ont été taisants. Je n'ai pas entendu un seul discours, de mise en garde à l'égard de ces gens-là, et nous permettant
de rassurer l'opinion publique qui est forcément inquiète. Et il y a bien sûr de quoi s'inquiéter. Alors je ne sais pas quelle est la politique de M. Macron et de tous ses ministres dans le domaine de la lutte antiterroriste. Je connais le discours enflammé officiel que peut tenir le président de la République, très bien, et j'y adhère. Je n'ai pas vu quelque chose qui se manifeste dans la pratique. Mais j'espère me tromper, j'espère qu'effectivement nos services de renseignement sont toujours aussi mobilisés et fera en sorte que ces individus ne reviennent pas. On a voté des lois long, en large, en travers. On couvre tous les spectres de la lutte antiterroriste. Il ne manque pas un bouton de guêtre, comme on disait pour la guerre de 1914 ou de 70, je ne sais plus d'ailleurs, au demeurant. On a vraiment les éléments de droit permettant de faire de la chasse aux terroristes. Bon, le tout, c'est d'en avoir les moyens humains, de renseignement, matériel, et puis j'espère que la volonté politique est là. Alors, le véritable problème qui se pose, il est celui de la, de la pratique judiciaire derrière. La pratique judiciaire derrière, admettons que les services de renseignement, les services de police fassent bien leur travail. On a après, forcément, c'est un passage obligé, le judiciaire. On ne va pas tous les assassiner à Raqqa. Donc, ces gars-là font l'objet de procédures d'association de malfaiteurs, pour la plupart. Mais la détention provisoire a forcément ses limites, notamment en termes de temps. On l'a vu dans l'affaire de l'assassinat du prêtre, puisqu'effectivement c'était un djihadiste qui avait été mis en prison et qui en était ressorti peut-être pour absence de charge, car c'est toujours très difficile de faire tenir ces procédures. Mais il faut être certain que une fois qu'on a engagé le processus judiciaire, et on tombe là sur des professionnels qui sont le parquet antiterroriste et les juges d'instruction antiterroriste, et je n'ai aucune raison de douter à la fois de leur capacité dans ce domaine. Après, on retombe sur le jugement et sur le jugement et sur la gestion de la détention, sur des magistrats, je veux dire, de droit commun, qui n'ont pas forcément cette mobilisation et cette capacité d'intégrer le phénomène terroriste et ses dangers. Et c'est la raison pour laquelle on assiste à des remises en liberté parfois intempestives. Et puis il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, quand on discute avec les fonctionnaires de police, alors ça c'est l'aspect plutôt ordre public général, ils se plaignent absolument du fonctionnement de l'institution judiciaire. Alors une institution judiciaire qui n'a plus les moyens de fonctionner, parce qu'elle est effectivement asphyxiée par le nombre des procédures, l'absence de moyens, mais il y a surtout, je pense, une idéologie aujourd'hui dans le monde judiciaire qui est une idéologie de l'excuse. Et cette idéologie de l'excuse, eh bien, elle a pour conséquence que elle est un peu rousseauiste, c'est l'homme est bon et la société qui l'a perverti. C'est un vrai sujet dans l'institution judiciaire. Et moi, qui suis magistrat de profession, j'ai assisté à ce basculement qui date d'il y a une quinzaine d'années, où effectivement la gauche judiciaire a véritablement pris le pouvoir dans les tribunaux et aujourd'hui fait absolument ce qu'elle veut et pratique cette politique de l'excuse. Alors de notre côté, il est certain que la politique de répression et la détention systématique a ses limites dans la mesure où nous n'avons plus de place de détention, etc., etc. Enfin, nous sommes dans un monde où on ne rend plus justice. Mais je veux dire, même s'il reste 6 mois en prison, même il resterait 3 ans en prison, le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi en faire en détention. Vous savez, on a tout essayé. Lorsque vous tombez sur du djihadiste dur, ou même qui ne l'est pas encore, qui va le devenir, vous le mettez dans des circuits entre guillemets, on a essayé des fameuses tentatives de déradicalisation, qui était entre nous, ça dit, une pantalonnade sans nom. On se souvient à Osni en particulier que l'un des djihadistes avait fabriqué un genre de petite épée de 30 cm de long qu'il a planté à travers la gorge d'un des gardiens pour le tuer. Ce type-là est passé près de la mort, d'ailleurs, au demeurant. Et c'est pas très étonnant, parce que dans le cadre de ce centre de radicalisation, on leur apprend quoi? L'escrime, le bâton japonais. On leur fait des massages. Ils rencontrent des psys de toute nature, des psychiatres, des psychologues, des psys ceci, des psys cela. Ils rencontrent des imams plus ou moins autoproclamés. Voilà ce que c'est la déradicalisation. Inutile de vous dire que ça n'a strictement aucun effet sur des gens qui sont d'extrême dureté dans le comportement et qui sont prêts à tout. Donc on lève le pied là-dessus. Alors le fait de les mettre en détention ne règle pas forcément la question. Les gens sont inquiets. À mon avis, il n'y a pas de raison que cette inquiétude baisse de niveau, surtout si l'État islamique doit se transporter de Raqqa et de Mossoul à Paris, Villeneuve et Saint-Denis. Mais pourquoi pas Neuilly d'ailleurs demain, hein. Ces gens-là seront là. Alors la seule capacité que nous ayons, parce que on ne peut pas mobiliser plus les fonctionnaires de police, de renseignement, les militaires, etc., pour défendre une nation réellement attaquée. Je crois que l'ensemble de nos services sont très actifs, font le travail, et je crois qu'il va falloir qu'on réfléchisse un jour à ce que j'appelle la mobilisation citoyenne, à savoir que cette lutte antiterroriste qui nous est
importée. Elle nous importée, mais elle nous est importée et elle nous est elle est la manifestation aussi de gens qui sont nés chez nous, qui sont allés à l'école chez nous, avec lesquels, je veux dire, on allait au bistrot, peut-être pas, mais enfin bref, des gens qui sont véritables, l'ennemi intérieur, ce qui avait été reproché à Estrosi, ce terme, mais l'ennemi intérieur est véritablement là. Donc aujourd'hui, quelle peut être la réponse face à cet ennemi intérieur? C'est la mobilisation citoyenne, c'est-à-dire que chaque citoyen devient acteur de sa propre sécurité, bien sûr, de celle de sa famille, mais aussi de celle de ses voisins, de celle de nos concitoyens. Je veux dire par là qu'il faut que nous changions sans doute de stratégie et que la lutte antiterroriste, la prévention notamment, descende au niveau de chaque citoyen. Un peu à l'israélienne d'ailleurs au demeurant, même si la situation n'est pas tout à fait, pour le moment, n'est pas encore comparable, mais elle peut le devenir. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse attention, qu'on prête une attention particulière à ce qui se passe dans un regroupement, dans des lieux publics, etc., et qu'on soit capable effectivement de se mobiliser. C'est un vrai sujet, là, c'est un vrai sujet, c'est pratiquement la levée en masse de 1793. Ça ne pourrait faire suite qu'à des événements nouveaux de type Nice et compagnie, si vous voulez. Et là, sincèrement, il faut bien savoir, même avec la mobilisation citoyenne, aucun État, aucun pays, y compris l'Amérique, n'est capable de répondre à une attaque à la niçoise. Ce que j'appelle attaque à la niçoise, c'est n'importe quel individu qui loue, qui vole un camion et qui fonce sur une foule. Mais ça peut se passer tout à l'heure sur les Champs-Élysées, n'importe où. Il n'y a pas de prévention possible. Ils ont trouvé l'arme de destruction massive, finalement, à vil prix. Et là, nous sommes absolument incapables d'y répondre. Alors, ce que j'appelle la mobilisation citoyenne, c'est le fait, effectivement, de voir des comportements suspects, c'est d'y parer, c'est d'aviser tel ou tel service. Alors, on dira, oui, mais vous êtes partisan de la délation. Non, je suis partisan de la protection des personnes et faire en sorte que chacun puisse prendre sa responsabilité, sa part dans ce domaine. Les migrants, il faut savoir ce que c'est les migrants. Quelles sont les populations que l'on rencontre? Alors, des Afghans qui ont décidé, pour des raisons que j'ignore, de passer par la France pour aller à Calais, et puis pour aller en Grande-Bretagne, parce que c'est ce qu'il y a de plus près. Bon, des Érythréens, qui aussi ont décidé de passer par la France, etc. La France est devenue ce lieu de passage, d'abord parce que nos frontières sont extrêmement poreuses, et qu'on y circule tranquillement, et qu'on n'a pas beaucoup de problèmes avec les forces de l'ordre. On ne va pas en prison en France parce qu'on est en situation régulière. Bien au contraire, on y acquiert des droits de réfugiés, etc. Bon, bref. On ne trouve pas, pour le moment, de migrants, sauf dans l'affaire du Bataclan. On ne trouve pas véritablement de migrants, enfin de migrants au sens propre du terme, même si le terme est assez globalisé. On a trouvé par contre des individus irakiens dans l'État islamique ont utilisé la facilité de transport des migrants pour arriver en Europe occidentale, Allemagne et France, pour commettre des attentats. Souvenez-vous ce que nous ont vendu BFM et compagnie, toutes les télés et toutes les radios. Il s'agit de médecins ou d'ingénieurs syriens qui débarquent. D'abord seuls, bien sûr, mais qui amèneront bien sûr leurs femmes et leurs enfants. Bon, ce sont des mecs de 18 ans, assoiffés de tout, assoiffés de vivre, bien évidemment, qui ont débarqué. Alors, des fois ils viennent de Syrie, des fois ils viennent d'Irak, on peut être des zones de guerre, d'Érythrée, ou là, Dieu merci, mais ce sont pour la plupart des réfugiés économiques qui ont bien compris, après le discours de Mme Merkel, qu'il existait un havre de vie dans la tranquillité et peut-être d'avenir qui s'appelait l'Europe. Et donc ils sont venus 1 million chez Madame Merkel, chez nous. Bon, Monsieur Hollande était un peu perspicace, il nous en a accueillis officiellement que 400. Bon, il y en a 200 000 qui sont venus, peu importe. Donc vous avez l'Europe aujourd'hui qui est cette passoire absolument extraordinaire. Dieu merci, nous avons des pays de l'Est qui ont un peu de courage et qui manifestent du courage. Alors on dit oui, c'est M. Orban, c'est un fasciste, etc., etc. Ce qui est possible au demeurant, mais je ne juge pas, moi, la politique étrangère des pays de l'Est. En tous les cas, je constate que ce soit chez les Polonais, chez les Hongrois, chez les Tchèques, on dit non, attendez, nous sommes pays de civilisation chrétienne, on ne vient pas s'installer chez nous. Alors prenez-les par l'Italie, prenez-les partout. Alors c'est vrai que l'Italie, mal placée, aujourd'hui, nous renvoie absolument tout ce qu'elle récupère. Et je comprends que les Italiens ne veulent pas les garder chez eux, ils n'en ont pas les moyens. De l'autre côté, il y a aussi toutes les associations, là aussi les idiots utiles, qui patrouillent avec leurs bateaux sur la Méditerranée et qui récupèrent tout ce qu'ils peuvent, tous récupèrent, et un bateau de 100 personnes, un bateau de 800 personnes. Et je comprends que ce drame humain soit absolument insupportable. Alors on nous dit, ah oui, mais ils devraient les renvoyer en Libye, puisqu'ils partent de Libye. Ben c'est ça, il faudrait déjà qu'il y ait un gouvernement libyen. Je vous rappelle que nous avons détruit l'État libyen. Nous avons tué M. Kadhafi, il n'y a plus d'État en Libye, donc on ne peut pas les renvoyer en Libye. Et ben donc on les récupère, les bateaux des bonnes âmes, les récupère et les renvoie en Italie, à Lampedusa et ailleurs, et après ils sont à Ventimille, et puis après ils sont à Calais,
ou après ils sont ailleurs, enfin voilà. Donc là aussi, nous sommes en présence d'une Europe ventre mou de l'histoire, ventre mou de l'histoire. C'est pas étonnant que l'Europe se soit ramassée deux guerres mondiales, absolument épouvantable, avec les drames que l'on sait. Parce que cette Europe, c'est vraiment le ventre mou du monde. Voilà. Peut-être parce elle s'est développée trop tôt, peut-être parce qu'elle a eu plein d'intellectuels de grande qualité, et peut-être parce qu'aujourd'hui, elle ne prend plus la réalité de ce qui de ce qui la menace. Et qu'est-ce qui la menace, tout simplement, c'est un grand bouleversement démographique, ce qui fait que l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle aura disparu en 2050, tout simplement parce que c'est un aspirateur à misère et un aspirateur à immigration. Mais certains sont pour, et moi je discute même pas du bien fondé de ce genre de comment je dirais, de sentiments. Après tout, peut-être que l'immigration est une bonne chose pour la France et pour l'Europe. En tous les cas, elle aura disparu démographiquement, culturellement en 2050. Voilà. Et après tout, bon, moi je serai plus là. Donc. Mais enfin, j'ai des enfants, ça m'emmerde de peu. On s'habitue à cet état. Alors, ça peut choquer quand je dis cet état de guerre. Et pourtant, quand on a effectivement 10 000 militaires qui partout dans les rues de Paris et alentours, ça correspond plutôt à un état de guerre qu'à un état de paix. C'est vrai que le gros risque, c'est celui de s'habituer. C'est celui de s'habituer et d'entendre le discours complaisant par rapport à tout ce qui se passe et de ne pas comprendre qu'il existe un ennemi qui a décidé tout simplement de notre disparition. Parce que le il faut quand même, il faut lire un peu ce qu'écrivent les djihadistes, ce qu'écrit l'État islamique. Il faut le lire. C'est une politique de conquête territoriale. De conquête territoriale, c'est pas une conquête spirituelle. Il s'agit pas finalement d'aller porter la bonne parole dans les mosquées. Il s'agit d'une conquête territoriale, c'est-à-dire la prise de possession d'un terrain, s'emparer d'un terrain et après tout de convaincre de faire tous ces gens-là des islamo-compatibles. C'est quand même ça. Alors, est-ce que nos compatriotes sont conscients de ça ou est-ce qu'ils pensent que c'est véritablement quelques envolées culturelles qui s'exercent par la violence? Non, c'est une conquête territoriale à laquelle il faut s'opposer, notamment par la manière militaire. Voilà. Bon, donc s'ils veulent pas se mobiliser après ça, ben tant pis, ils seront conquis territorialement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse?